Hey, le trio économique. Moi puis Frank, on se met deux pieds sur le pouf après notre entrevue de PSPP qui a eu lieu le 15 janvier. On est pété. On laisse aller Vincent. Sujet intéressant en plus. PIB par habitant. À quel moment le Canada est vraiment bon? À quel moment, je pense qu'on est en 2012, le Canada a un PIB par habitant plus important que les Américains. Évidemment, depuis Justin Trudeau, c'est une putain de catastrophe, cette affaire-là. Qu'est-ce qu'il Non, faut faire? Le Canada n'a jamais eu un PIB plus élevé que les Américains. Un PIB par personne, jamais. C'est jamais arrivé, mais l'écart... 2012. Non, 2012. non. Ça, c'est parce que tu dois utiliser... Pour dire ça, je m'excuse de commencer en te corrigeant, mais il faut commencer la bonne année de la bonne manière. C'est parce que tu dois utiliser le taux de change puis pas la parité des pouvoirs d'achat. Le Canada a toujours un écart relativement aux États-Unis à travers le temps qui est quand même assez important quand tu regardes comment les choses se passent. Ça n'a pas duré longtemps. Mais check. Quand on va mettre le graphique à l'écran que je le vois. Là. C'est parce que regarde l'unité qui est écrite en haut. C'est en USD. Ça, c'est pas la bonne mesure. Tu ne peux pas comparer des pays en utilisant les taux de change. C'est un problème classique en économie. Tu dois utiliser le même truc que le Big Mac Index. Fait que si tu mets PPP, for Purchasing Power Parities, Ah, tu mais vas attends un peu, avoir... là. Mais en 2012, notre dollar canadien est à une pièce et 5 à peu près. C'est pas un grand Oui, problème. mais ça détermine, c'est pas ça la parité des pouvoirs d'achat. La parité des pouvoirs d'achat, c'est à quel point une unité nationale t'achète un certain panier. Donc, si par exemple, 1 $ au Canada t'achète 50% d'un panier, mettons, puis qu'aux États-Unis, le même dollar t'achète 100% de ce panier-là, ben, il faut que tu ajustes pour cette différence de parité des pouvoirs d'achat. C'est ça l'idée. Puis quand tu utilises PPP, parce que si tu n'utilises pas PPP, voici ce qui se passe. C'est que tu vas On ne vient surestimer pas la être richesse. loin en 2012 dans tes graphiques à toi qui sont supposément parfaits. Là. Ben, ils ne sont pas supposément parfaits, ils le sont. Il n'y a pas de supposément dans ce que je fais. Je ne suis pas un chercheur de l'iris. Ce que je fais n'a pas d'erreur. Écoute, ça fait commencer 2025 de la bonne manière. C'est vrai, c'est ton premier de 2025, Vincent. Oui, ben ça a été tranquille pour moi pendant un petit moment. J'ai pris ça chill, mais regarde, je vais te mettre le graphique que tu puisses voir le vrai écart, là, le bon. Je vais juste mettre ça en full screen. Fait que là, ce que tu peux voir ici dans ce graphique-là, c'est le ratio du revenu entre le Canada et les États-Unis en parité des pouvoirs d'achat PPP. Fait que là, quand tu vois l'axe qui est là, fait que pour les gens qui sont juste à l'audio, en gros, c'est que tu prends le PIB par personne aux États-Unis, au Canada, puis tu le divises par celui des États-Unis. Si tu arrives à 0,7, ben, ça veut dire qu'on est 70% aussi riche que les États-Unis. Mais là, il est où ton graphique? Là? Je Ok, tu pensais l'as que mis ici. C'est bon, parfait. My bad. Il est ici. OK. OK. Good. Bon. Yann, il est fâché. Là. Yann, il a passé trop de temps avec un péquiste, puis il vient rencontrer un autre péquiste, puis il pense que ça va améliorer. Si, man. Trop de péquistes dans ma journée. Écoute. En gros, si tu regardes le graphique, là, je vais le rezoomer pour que les gens puissent le voir en plein écran. Là. Ceux qui sont à l'audio, je vais continuer de le décrire. L'année 2012 que Yann parle, le Canada est à peu près 85% aussi riche que les États-Unis. C'est un des niveaux les plus élevés. OK, mais là généralement, je te laisse aller quand je comprends, mais là, je comprends pas exactement. Fait que là, ça veut dire que les auditeurs, ils ont peut-être perdu un petit bout. Là. Ouais. Donc, dollar canadien, dollar américain, à peu près pareil ou très proche en 2012. Ouais. PIB par habitant en dollars US, le Canada est un peu en avance des États-Unis. Par contre, les graphiques ajustés en PPP, pouvoir, de ce que tu nous disais tantôt, là, la parité du pouvoir d'achat, là, on serait à 15% d'écart en arrière des États-Unis. OK. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans le fond, le PIB par habitant, ce qu'on est capable de s'acheter avec ça, c'est pas exactement ce que les Américains sont capables de s'acheter de leur côté avec la même quantité d'argent. Grosso modo, c'est ce que tu dis. C'est exactement.
Mais dans le contexte que les dollars canadiens et américains sont très proches l'un de l'autre, comment ça s'explique cette affaire-là? Mais ça veut dire qu'il y a des... Je veux juste préciser, là, ce qui veut aussi dire que la situation actuelle est encore pire que ce qu'elle ne paraît. Juste dire que c'est ça l'implication logique là, de la chose, là, c'est que si en 2012, le PIB par habitant est en semblable, ça veut dire qu'on était quand même 15% plus pauvre. Maintenant qu'il y a genre l'équivalent de 20 000, quasiment 30 000 US entre les deux, d'après moi, ça veut dire qu'on est vraiment, vraiment plus pauvre. Oui, ben en fait, si tu regardes là, avant d'élaborer sur ce que Yann dit, en 2012, on était à peu près 85% aussi riche que les États-Unis. En 2022, tu es à peu près rendu à 78%. C'est-à-dire, ça a l'air petit, c'est une baisse de 7 points de pourcentage. C'est majeur. Là. Mais c'est majeur. Ça veut dire qu'on a à peu près la moitié de la croissance que les États-Unis ont. C'est assez gros. Sur la période de temps, c'est ça que ça implique. Puis là, le graphique que j'ai est juste updaté jusqu'à 2022. Okay? Si tu ajoutes 2023 puis 2024, on sait que la croissance au Canada est encore inférieure par personne à ce qu'il y a aux États-Unis. Donc, peut-être que le 78 que je mentionne est plus proche de 75, 74. C'est quoi le degré de fiabilité de ces chiffres-là de PPP? Parce que je veux dire, ça doit être quand même assez difficile à mesurer, si je ne me trompe pas. Historiquement, oui, mais plus aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as tellement de bases de données qui font ça. En fait, tu sais, l'indice Big Mac qu'on a déjà parlé dans le passé, qui dit, ben, c'est quoi le coût d'un Big Mac? Ben, ça, c'est un PPP. Ça, c'est une parité des pouvoirs. Ben, PPP, Purchasing Power Parity en anglais. En français, c'est PPA, parité des pouvoirs d'achat. Ben, le Big Mac Index, c'est ça. C'est-à-dire que tu veux savoir à quel point une unité monétaire du pays en question commande de biens et services. La raison pourquoi on veut faire ça, c'est qu'imagine que tu as une économie qui a un secteur, OK, qui exporte vers tout le reste du monde, mais tous les autres secteurs sont locaux. Bien, ce secteur-là, toutes les exportations vont déterminer le taux de change, mais tous les autres secteurs qui ne sont pas échangés internationalement, le taux de change ne s'applique pas à eux. Il n'est pas pertinent pour eux, le taux de change, pour convertir. C'est plus le nombre d'heures travaillées qui est important ou des trucs comme ça à ce moment-là. Exactement. Fait qu'il faut que tu fasses cet ajustement-là pour, en gros, ce que c'est, le mot, c'est les tradables versus les non-traded. Fait que les tradables, c'est tout ce qui est exporté sur les marchés internationaux, ce qui va avoir un échange sur les taux de change, et ce qui n'est non-tradable, les services locaux, qui, eux, ne sont pas échangés internationalement, pour qui les taux de change est une variable vraiment secondaire. OK? Ben, je pense que les exemples prennent plus de sens quand on regarde des pays où l'écart est immense. Des fois, tu regardes certains pays, mettons en Asie, puis tu dis, ah ouais, le PIB par habitant, mettons, je ne sais pas si on va donner un chiffre fictif, 5 000 par année. Avec ça, tu ne peux pas vivre, tu es au seuil de la pauvreté, mais l'idée, c'est de savoir, est-ce que là-bas, avec cet argent-là, qu'est-ce que tu es capable de t'acheter? Oui ou non, là. Ouais. C'est quoi avec quoi tu es capable de fonctionner là-bas? Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il y a des endroits où tu peux littéralement même pas exister. Je veux dire, le PIB par habitant est tellement faible que tu ne serais même pas capable de manger, de te loger. J'ai le chiffre 2023, Vincent. Aux États-Unis, le PIB par habitant en PPP est de 82 769. Et pour le Canada, je l'ai ici, on est à 61 651. Fait à peu près 75 %. Si on va chercher 2012, le Canada est à 42 292. La fameuse année, je vais appeler là United States, je vais aller te le chercher, ce sera pas mal non. On va voir ça ici. 2012. On est à 51 784. Ouais, c'est pas un aussi gros écart. Fait c'est à peu près 10 à 15 % d'écart. Fait que ça fit avec ce que j'utilise ici, là, qui est ce qu'on appelle le Madison Project Database, qui a pour but de faire des PPP sur toute l'histoire. Okay? Fait que le graphique de base qu'on voit tout le temps là, avec les conservateurs partagent beaucoup ces temps-ci, où est-ce que le décrochage s'effectue vraiment à partir de 2015. En mode PPP, on le voit, il est évident. Vous voyez ici, le 2014, il y a un décrochage avec 2015 qui est réel. Mais après ça, le Canada suit quand même la tendance. Il recommence à avoir un décrochage à la baisse en défaveur du Canada, en fait, en 2018. En 2019, ça continue. La pandémie, ça va dans la même direction. La reprise pandémique va dans la même direction, 2022. Et 2023,
on est à la baisse au Canada, alors que les États-Unis, 2022 à 2023, sont à la hausse, même un gain de 4 000 $ au niveau des États-Unis, alors que le Canada, de son côté, baisse de 500 $ à peu près. Yep. Fait que tu sais, ça, là, ce que les conservateurs montrent, en gros, c'est pas que le Canada, puis il y a des gens qui comprennent pas, puis surtout, j'ai même vu des journalistes qui comprennent pas, surprise. L'indice qu'ils font, c'est qu'ils mettent 2015 égale 100. Ça veut dire que tu indexes, quand tu indexes, tu fais juste regarder l'évolution relativement au point de référence. Le point de référence est en 2015. Fait que si en 2020, tu vois que tu as encore, disons, 100, bien, ça veut dire que tu n'as pas eu de croissance entre 2020 et 2015, en 2015 et 2020. Tu ne sais pas, par contre, de combien plus pauvre tu es. Tu sais juste que l'écart ne s'est pas refermé. Fait que si les États-Unis ont plus de croissance que nous depuis 2015, ben ça veut dire que peu importe l'écart qu'il y avait, cet écart-là s'est agrandi. C'est ça que ça veut dire. Puis, pour revenir un peu au graphique, la question, c'est que depuis les années 60, le Canada, il y a eu aucun rattrapage relativement aux États-Unis. Il y a des hauts, il y a des petits bas. Des fois, il y a des soubresauts de rattrapage. Puis après ça, un petit ralentissement. Mais généralement, le Canada n'a jamais rattrapé les États-Unis depuis les années 60. OK? Puis... En fait, on voit qu'on suivait, c'était beaucoup main dans la main, en fait, la croissance du Canada. Je pense que c'est là que les expressions du type quand les États-Unis ont la goutte au nez, le Canada a la grippe ou quelque chose comme ça. Là, mais effectivement, c'est le début du libre-échange aussi, le début des années 90, mais on est interdépendant avec les États-Unis. Mais c'est vrai qu'il y a une cassure, par contre, à partir de 2015 pour vrai. Yep. Il se passe effectivement quelque chose à la baisse, mais le bout où est-ce que je disais qu'on a été plus riche en 2012, c'est pas vraiment arrivé, autrement dit. Yep. Ben, on était proche d'être aussi riche. Okay? Je veux dire, c'était quand même un des moments où est-ce qu'il y avait le plus petit écart. Pas le plus petit, mais un des plus petits. OK? Disons-le comme ça. Mais la chose... Mais ça, c'est pas beau. Là. Vraiment, 2022-2023, c'est pas beau. Là. Non, c'est pas beau. Mais la chose qui explique ça... Surtout en période de reprise. Ben oui. La chose qui explique ça, puis avant qu'on avait des données historiques, c'était un peu plus débattable, mais les gens, l'espèce d'écart constant qu'il y a en proportion, là, que le Canada, bon an, mal an, est 20% plus pauvre que les États-Unis. Okay? Depuis les années 60, c'est pas mal ça le rule of thumb, plus ou moins 20% plus pauvre. Okay? C'est sûr que c'est plus pour le Québec, mais le Canadien moyen est à peu près bon an, mal an, 20% plus pauvre que l'Américain, même si son sort peut s'améliorer. Tu prends ça, puis historiquement, les gens disaient, la raison de cet écart-là, c'est parce que le Canada n'est pas aussi bon à attirer de l'investissement. Il ne fait pas autant de formation de capital. Puis tu as plein de monde qui ignorait tout ça pendant super longtemps. Puis le point que moi je veux faire aujourd'hui, c'est qu'en fait, cette thèse-là, que le Canada ne peut que rattraper les États-Unis via plus d'investissement, on a un exemple historique de ça. Qui est en fait la période la plus rapide de rattrapage que le Canada a jamais eue. Fait que, si je vais ramener le graphique pour mettre les gens un peu en contexte pour vous dire à quel point là, la solution pour le problème de l'écart entre le Canada et les États-Unis que Justin Trudeau a agrandi, la seule manière que tu peux le refermer, c'est qu'il faut que tu permettes une shit tonne d'investissement au Canada. Et une shit tonne, c'est une unité standard dans mon vocabulaire à moi. Une shit ça veut dire qu'il faut taxer le gain en capital. Exactement pas. Tout le crise de contraire. Tout le crise de contraire. Tu ne taxes pas le capital, c'est une règle. Fait que là, je remets le graphique, là. Fait que là, je sais pas si vous le voyez. Parce non, mais c'est fou pareil. T'es là, tu dis, crime, ils ont créé un problème économique majeur, un décrochage, en fait. Un découplage, on devrait dire, entre l'économie canadienne et américaine, chose qu'on n'avait pas vue depuis 1990 ou presque, selon le graphique qu'on voyait. On voit des petites affaires en 2015, mais je veux dire, 2023 est réellement une catastrophe à ce point-là. Puis en 2024, ils se disent, on va vraiment aller taxer le capital, puis là, ça va bien aller. Les riches vont en faire leur juste part, et puis là, soudainement, le Canada va se mettre à rattraper les États-Unis. Oui, parce que c'est incroyable, pareil. Oui, mais vous savez que c'était pas ça la justification. Ah non? Ben non, c'était taper sur les plus vieux pour séduire les plus jeunes. Là. Et tout le monde a compris ça. Là. Les jeunes, on va arrête avec ta théorie des choix publics, Frank. Oui. Ça là, c'est des trucs néolibéraux. Là.
Ah oui, excuse, c'est vrai. C'est Arrête. néolibéraux de la droite pirate. Oui, de la droite ultra, hyper libérale, dotée sur... Celle qui domine le Québec depuis oui, si longtemps. exactement. C'est depuis les années 60, on est en charge. Oh shit, j'ai dit que c'était un vaste complot. Mais écoute, je reviens au graphique. Si tu regardes là, le graphique, les gens ont focusé sur, mettons, depuis les années 60. Mais si tu remontes un peu en arrière, puis tu remontes au 19e siècle, le Canada est crissement plus pauvre que les États-Unis de beaucoup plus. Ouais, on est de l'ordre de 53-54 exactement. Fait que, généralement, entre 50 et 60% du revenu des Américains. Fait que, tu prends un Canadien, en moyenne, il est à peu près la moitié aussi riche qu'un Américain, peut-être 3/5 aussi riche. C'est pas beaucoup, là. On est crissement pauvre. Puis, si tu prends un Québécois, c'était encore pire, parce que tu avais plus d'écart à l'intérieur du Canada à cette époque-là. C'est de la crise de la merde. Mais là, en 1895, il y a quelque chose qui se passe au Canada qui est vraiment phénoménal. Ça rattrape fort, hein? Puis ça rattrape crissement vite, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Puis, regarde les deux chiffres, là, pour les gens qui sont à l'audio, les chiffres que je mets, en 1895, le Canadien moyen fait 53% du revenu d'un Américain. À peine 20 ans plus tard, il fait 70% du revenu. Hey, c'est un écart c'est un changement dans la vie des gens qui est spectaculaire. Là. Oui, puis c'est une croissance. En fait, dans cette fenêtre-là de temps, le Canada a le taux de croissance du revenu par personne dans le monde le plus rapide. Pas oui, parce que les autres croient aussi. Fait que pour les rattraper, il faut que tu crois plus vite qu'eux autres. Exactement. Il n'y a aucune économie qui croît aussi vite que le Canada de manière soutenue chaque année. Le Canada est en croissance systématique chaque année à des taux vraiment ahurissants. Là. Le revenu augmente des fois plus que 2,5% par année. Tu n'as aucun épisode de 20 ans dans l'histoire du Canada ou des États-Unis ou de la Grande-Bretagne où tu as ça systématiquement pendant 20 ans. C'est qui le premier ministre pendant ces années-là? Est-ce que c'est un certain MacDonald? Non, c'est Wilfrid Laurier, en fait. C'est Wilfrid Laurier. Okay, c'est Wilfrid Laurier dans cette période-là. Mais tiens compte d'une autre chose aussi. Prends les chiffres que je t'ai dit pour la moyenne depuis les années 60. Les 2/3 de l'écart avec les États-Unis s'est refermé pendant cette courte période de temps-là. Pendant les 20 ans avant la Première Guerre mondiale, les 2/3 de l'écart historique qu'on a avec les États-Unis s'est refermé. Fait que là, moi, si j'arrive puis je vois ça, je me dis, il y a quelque chose qui se passe dans ces années-là qui devrait être étudié et potentiellement recopié dans une recette. Exactement. Qu'est-ce qui se passe, Vincent, dans ces années-là? Une shit tonne d'investissement. Puis quand je dis encore une fois, une shit tonne, c'est une unité métrique, là. Puis j'ai fait des slides comme Pierre, parce qu'apparemment, les gens aiment les slides. Là. J'ai été informé de ça quand vous m'avez décidé de. Ah, mais ça peut juste être Pierre Desrochers. Oui, il y a juste Pierre qui peut faire ça, mais j'ai du matériel un peu pour illustrer. Je me suis dit que les gens. C'est vrai, t'as manqué un trio économique en même Oui, ça m'a fait de quoi au cœur, ça, de manquer ça. Mais écoute, j'étais dans une librairie avec des livres incroyables québécois de qualité qui m'informaient. Qui informait mes enfants qu'il y avait du néolibéralisme partout au Québec. Pas une joke, c'était vraiment un livre en vente. J'étais fasciné de voir ça. Ouais, c'est Élise Gravel? Oui, c'est ça. Non, Élise Gravel, je n'en aurais même pas parlé, je l'ignore, elle. En tout cas, laissons-la de côté, c'est la meilleure chose à faire. Mais elle devrait... Mais tu veux l'invisibiliser, je trouve. Ça pas écoute, je suis absolument d'accord. Écoute, on devrait invisibiliser des gens comme ça. Dans cette fenêtre-là, en gros, ce qui se passe, c'est que tu as vraiment une tonne d'investissement qui se fait au Canada. Et quand je dis une tonne, c'est vraiment gigantesque. Pendant longtemps... C'est-tu le gouvernement qui investit? Non, c'est que de l'investissement privé, justement. Attends un peu, on est capable d'investir de l'argent dans le privé sans que le gouvernement intervienne? Non seulement on investissait de l'argent, mais c'était 1/3 du PIB, c'était des investissements à la fin. Wow. C'était t'as pas d'épisode de formation de capital aussi importante que ça dans l'histoire du Canada. C'est gros 30% du PIB qui passe en formation de capital. C'est-tu parce qu'on développe l'ouest du pays? C'est-tu juste parce qu'il y a des opportunités, des ressources naturelles? Qu'est-ce qui se passe vraiment? À l'origine, tu as une thèse
que les marxistes aiment beaucoup, mais que tu n'as pas besoin d'être marxiste pour aimer, mais les marxistes l'aiment parce que ça vient avec plein de mauvaises implications sur l'histoire économique, puis ça fit avec toutes les choses anticapitalistes qu'ils veulent, mais en gros, la thèse veut que tu as un produit dominant qui est déterminé par la demande étrangère qui, lui, va entraîner tous les autres secteurs de l'économie. Donc, pendant un moment, c'est les fourrures. Pendant un autre moment, c'est le bois d'œuvre. Pendant un autre moment, c'est, puis la période là, 1895, c'est, ils vont dire, le blé. Donc, les prairies sont ouvertes, le blé se met à être exporté, le Canada a un wheat boom, puis là, tu as une croissance où c'est le blé canadien qui tire tout le reste de l'économie canadienne à cause des liens entre l'industrie agricole et les autres industries, soit qui demandent du blé ou qui fournissent des intrants Marché pour de la l'industrie phosphate, par agricole. exemple, des trucs comme ça. Exactement. Donc, tu sais, des gens qui font, par exemple, des mills, c'est quoi en français, là, Des moulins. des moulins. Donc, si tu as des endroits où est-ce que tu fais de la conversion en farine, ben ça augmente la demande pour ça, etc., etc. Puis tu as un marxiste bien connu au Canada, Mel Watkins, qui défend cette thèse-là. Puis il dit, ben, c'est la preuve aussi que le Canada est une économie instable, puis que le capitalisme veut développer une ressource, puis que ça crée, parce que comme c'est une seule ressource qui dirige tout, puis que c'est la demande étrangère, ça crée l'instabilité du capitalisme. C'est la raison pourquoi les marxistes aiment ça. On Mais est-tu t'as dans pas... le mal hollandais dans leur argument? C'est une version du mal hollandais, si tu veux. Donc, le resource curse, c'est une Qu'est-ce que variante. j'allais dire? On dirait les mêmes niaiseries que Oh j'entendais oui, sur c'est le pour ça que quand pétrodollar. je vous dis que moi, les gens pensent qu'ils disent des choses brillantes. On avait Face de Puma là, dans les années 2012, quand il était avec le PQ, qui parlait constamment du mal hollandais. Puis moi, ce que j'entendais, c'était « Oh, look, it's Mel Watkins again! » Mais c'est juste qu'il ne sait pas que ça vient d'un marxiste canadien qui haït vraiment le Québec. Parce que Watkins, il dit des choses, parce qu'apparemment, pendant un moment, là, les Québécois, ils aimaient bien gros le libre-échange, puis c'était un problème pour un marxiste comme lui. Il a écrit des petites choses de même ici, puis là. Mais c'est vrai Mais, que historiquement, le Québec a toujours été très libre-échange quand même dans ces ouais. discussions. Le Québec a été, en fait, le bargain de la Confédération, c'est que le Québec a abandonné son appui au libre-échange pour le protectionnisme, donner le protectionnisme aux Ontariens. Et en échange, ce qu'il dit, c'est que vous n'allez pas nous assimiler, vous allez nous donner le contrôle sur l'éducation aux provinces. Comme ça, on résiste culturellement, mais on vous donne le protectionnisme. C'est ça que moi pourquoi j'appelle le Canada a Confederacy of Beggars. C'est une entente de groupes d'intérêt pour former un pays. Donc, l'Église catholique d'un bord, les protectionnistes ontariens de l'autre. Puis ils s'échangent quelque chose que chacun voulait pour avoir la moitié de ce qu'ils voulaient chacun, puis ils sont plus heureux de même. Ouais, c'est la première fois de ma vie, on dirait que j'entends parler d'un contrat qu'on dirait qu'il y a deux perdants là-dedans. Non, mais Tu sais, d'habitude, on dit que c'est un win-win, mais ça, on dirait que c'est un lost-lost. Non, les protectionnistes ontariens sont très contents. Non, je sais, mais les gens, là, eux, là, ils ont Ah oui, perdu le deux reste fois, du là. Canada, le reste du Canada n'est pas content. Mais les groupes d'intérêt qui sont présents à la Confédération sont très contents. Puis il y a une raison pour ça. Mais on peut laisser ça de côté. Tu peux quand même croire à la thèse du staple sans être un marxiste. Puis il y a quand même une longue tradition qui dit ben le wheat boom, c'était un big deal. Puis c'est ça qui a lancé la croissance économique au Canada. Puis la raison que je vous parle de tout ça, c'est parce que je suis en train de faire un article sur ça. Puis on l'a envoyé là, juste il y a comme 6 heures de ça. OK, il n'est pas encore peer-reviewed, fait que c'est pas un bon article. Ouais, j'ai pas envie d'embarquer dans ce scandale-là. Je te niaise. Non, mais ça, c'est le mini-scandale de l'heure là, sur Twitter avec est-ce que tu peux parler d'un papier qui n'est pas encore peer-reviewed? Oui, tu peux, fais juste être prudent quand t'en parles, Steve, puis that's it. Les gens aiment ça se mettre leur... comment on dit en anglais? People really like to put their knickers in a bunch. C'est ça un vrai scandale pour vrai, ça? Là? Oh oui, ça a comme... Il y a plein d'économistes canadiens qui se sont engueulés entre eux, certains qui étaient du bord à Sylvain Charlebois, d'autres de Trevor Tomby, puis j'étais comme... parce que Sylvain il est impliqué au cœur de la controverse, dans le fond. Exactement. Donc, le food professor. Puis c'est comme le j'ai pas compris qui a parti quoi, je sais pas. Qu'est-ce qui a commencé quoi, mais this looks like the dumbest debate ever. And honestly, no matter who wins, you still look like an idiot. Il n'y a pas de gagnant dans cette affaire-là, fait que j'ai pas envie d'en parler plus que ça. Anyways,
le point de l'article, c'est qu'on veut tester si c'est vraiment le blé qui fait le lancement du Canada. Puis, on trouve fondamentalement que non, en fait, le blé explique absolument rien. On utilise la même méthode. Fait que là, pour ceux qui sont habitués et qui m'ont entendu parler plusieurs fois. OK, fait que la frontière de l'Ouest qui s'ouvre, tout ça, ça n'a pas rapport avec Ça l'explosion compte. économique du Canada. Là. Écoute, même, ça devrait même pas passer le sniff test parce que là, je vais refaire un autre share screen là, pour que les gens puissent voir qu'est-ce que je veux dire, pourquoi ça devrait même pas passer le sniff test. Fait que là, ici, ce que je montre, là, c'est le pourcentage de l'économie qui est en agriculture ou dans le secteur manufacturier de 1870 à 1913. Donc, juste la dernière année complète, pas de guerre. OK. Puis l'agriculture, tu vois qu'en pourcentage de l'économie, comme une roche qui tombe du ciel, la vitesse à laquelle elle tombe ne semble pas changer. Elle a atteint sa vélocité constante, puis ça continue de planter. Puis il n'y a aucun changement dans l'importance de l'agriculture. Ça, c'est dans le développement d'une économie, c'est super important. Je veux dire, tu Ouais. passes d'une économie primaire tranquillement à une économie secondaire, potentiellement tertiaire, quand tu vois des graphiques comme ça au niveau de l'agriculture. Ben, en fait, le Canada passe beaucoup au niveau des services, mais de d'autres ressources naturelles, puis je vais en parler là, un peu dans quelques minutes. Mais en gros, l'agriculture n'a pas l'air d'expliquer grand-chose en termes d'importance. Puis dans le graphique que les gens, fait que ceux qui sont au visuel, c'est facile à comprendre. L'agriculture en pourcentage de l'économie s'effondre à travers la période. Pour ceux qui sont à l'audio, ben, je viens de le décrire. Ça tombe à travers la période. Et la manufacture, de ce côté-là, reste quand même assez stable et constant en pourcentage d'économie pendant tout ce temps-là. Exactement. Les autres secteurs qui augmentent, c'est genre l'hydroélectricité, le pétrole, les produits chimiques, les forêts, le secteur de la construction, beaucoup, parce qu'il y a énormément de construction qui se fait pour augmenter la taille des villes. Mais à cette époque-là, en gros, l'agriculture n'a pas l'air d'expliquer grand-chose, mais tu as des gens qui font, tu as toujours des Thomas qui vont dire ah, ben là, tu as besoin de faire des tests formels. Puis je suis comme, ben oui, c'est ça que je fais de ma vie, fait que ça va me faire plaisir de les faire. Le contrepoint que moi je fais, c'est qu'il y a une autre tradition, puis là, il y a une image que j'aime énormément. Puis ça va faire tilter des nationalistes, là. Ça, c'était une caricature qu'il y avait dans un journal canadien sur c'est quoi qui se passait dans la période. Puis en gros, ce que tu vois, c'est un paquet d'argent qui vient d'un Britannique très riche, donc celui qui est en rouge, et d'un Américain méchant, donc Uncle Sam. Et ils s'en vont au Canada for investments. Fait qu'ils s'en vont acheter le Canada. C'est du capital étranger. Du capital étranger. C'est sûr que j'aime ça que dans le temps, le petit gros, c'était le Britannique, puis le mince, c'était l'Américain. J'avais pas spoté ça, mais oui, c'est drôle en crise. C'est la joke que tu as ici. Ce que tu as, c'est que tu as l'autre argument, c'est que tu as un investment boom au Canada, que tu as des capitaux étrangers qui s'en vont dans une multitude de secteurs, dans l'hydroélectricité, dans les produits pétroliers, dans les produits chimiques, dans le secteur de la foresterie, dans les pâtes et papiers, dans la sidérurgie, dans la construction navale, dans une multitude de secteurs. Y a-t-il un nom de bonhomme rouge? Moi, je suis plugué. Je sais que c'est Oncle Sam, évidemment, l'américain, mais dans ta culture anglo-saxonne, est-ce qu'il y a un nom, ce monsieur-là? Ou, Non, il n'y a pas vraiment de nom. C'est un peu de caricature toute simple. C'est juste un bon baron britannique, banquier, qui est tellement riche qu'il se permet les bonnes joies de la table. Donc un peu grassouillet. La bouffe française, évidemment. Bien sûr, écoute, si tu es une personne riche britannique, tu importes des Français, c'est une classique. Tu bois du vin français, tu manges des repas français. Parce que ça goûte mieux. Faut juste pas que tu leur donnes le droit de vote. Je vais laisser ça de côté. Écoute, excusez, là, j'ai un peu de fatigue. Là. L'idée que moi et mes co-auteurs on a eue, c'est qu'on va tester formellement laquelle des deux fonctionne. Celle du weed boom, puis celle de l'investment boom. Puis il y a une manière de le faire. Puis on en a parlé plusieurs fois dans le passé, c'est la première fois que je mentionne cette méthode-là, la méthode des contrôles synthétiques, c'est que tu t'imagines un Canada qui n'a pas un traitement en laboratoire qui est ce qui s'est passé en 1896. Ben, il y a deux possibilités, c'est que soit c'est... puis ça, si tu construis un faux Canada qui n'a pas ce traitement-là, puis tu compares le vrai du
simulus du contrefactuel. La différence entre les deux, c'est l'effet de ce qui s'est passé. Mais si tu compares, par exemple, juste des pays qui produisent beaucoup de blé avec le Canada, ben, L'Ukraine, par exemple. Oui, c'est ça. L'Argentine, les États-Unis, la Russie, l'Inde, qui sont les grands producteurs de blé à l'époque. Ben, s'il y a un boom mondial de blé à l'époque, ben, ce que tu devrais voir, c'est que ben, le Canada n'est pas unique. Le Canada n'a pas quelque chose de différent. Puis si tu utilises d'autres pays, tu vas voir des résultats différents dépendant de quel pays tu te sers pour créer le faux Canada. Ben, peu importe quel pays tu te sers, puis là encore une fois, je vais retourner à mes slides. Peu importe quel pays tu te sers, le Canada est toujours exceptionnel. Fait que là, ce que tu as, c'est que là, pour les gens à l'audio, il y a 3 graphiques qui apparaissent là, puis ça dit Donor Pool 1, Donor Pool 2, Donor Pool 3. Ça veut juste dire quel groupe de pays je compare. Est-ce que je compare avec des pays qui produisent que du blé? Est-ce que je compare avec des pays qui ont des grosses économies agricoles? Ou est-ce que je compare avec tous les pays occidentaux comme la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne, l'Italie? Est-ce que je compare avec les pays d'Amérique latine aussi? Le Canada est toujours un outlier. Le Canada est systématiquement un outlier. Puis pour ceux qui veulent savoir, le Canada est à peu près à cette époque-là 50% plus riche qu'il ne l'aurait été s'il avait continué ce qu'il faisait avant. Fait que là changer les donateurs, là, les groupes, il n'y a rien de différent. Il n'y a rien de différent. Le Canada est massivement plus riche, peu importe comment tu altères ça. Fait qu'en gros, c'est dur de dire que le wheat boom fonctionne. Puis je suis comme, ben, allons-y doublement. On va tester directement quelque chose d'autre. On va prendre le PIB, la portion du PIB qui est en investissement, puis on va regarder si ben, l'investissement augmente à cette date-là relativement aux autres pays. Ben, ce que tu vois ici, c'est que si tu avais continué tel quel, peu importe le groupe de pays que tu compares, l'investissement au Canada aurait été quelque part entre 15 et 20 du PIB. Alors que ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'il fait plus que 30 du PIB. C'est une shit tonne d'investissement. Puis c'est tellement d'investissement que tu parles d'à peu près, puis là, ici, ça veut dire 5 fois plus d'investissement par personne. OK, je reformule. 5 fois plus d'investissement par personne au Canada que tu aurais eu autrement. Quel est le rôle des politiciens là-dedans? Zéro. Aucun rôle. Le point que je fais, c'est zéro parce que eux, ce qu'ils mettent l'emphase dessus, puis j'ai un beau graphique aussi pour le Wheat Boom, c'est ça. Ils mettent ça pour montrer. C'est l'image classique, c'est on va ouvrir les prairies, on va subventionner les voies ferrées, on va essayer d'attirer les gens en rendant les prairies ouvertes. On va faire plein de politiques pro-agricoles. On va même faire un peu de protectionnisme parce que le Canada fait énormément de protectionnisme. Ça explique zéro. Le gros changement de croissance, c'est l'investissement. En fait, pour être le plus généreux possible avec les marxistes qui aiment le Staples thesis, on a dit, ben, essayons de prendre les exportations au lieu de prendre juste l'investissement. Prenons la portion des exportations par personne. S'il y a un wheat boom, les exportations pourraient augmenter. Puis on trouve qu'il y a peut-être un effet pendant 5 ans, puis après, il n'y en a plus. Mais comment on fait pour avoir ces investissements-là? Qu'est-ce qui se passe à partir de 1895, 1896 pour que ça arrive? Parce que si c'est pas le politique, on est dans la state risk quand on pense comme ça, là, si ça ne vient pas du politique, ben, il y a un contexte qui a fait que soudainement, le Canada s'est mis à attirer ces investissements-là. Ça n'a pas été fait avant, ça n'a pas été fait après, ou ça a été moins fait après. C'était quoi le contexte? C'est sûr qu'on est dans un environnement ultra déréglementé. On est dans les années 1890. Là, on n'a pas un État qui est très, 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 très gros. C'est pas le Fonds de solidarité FTQ qui a fait de l'investissement. C'est pas Investissement Québec qui a fait l'investissement. Il y a quelqu'un quelque part qui a décidé d'investir dans ce pays-là qui était nordique. C'est quoi l'intérêt des gens? Qu'est-ce qu'ils recherchaient au Canada? Qu'est-ce qui faisait en sorte qu'on était sexy au niveau de l'investisseur étranger et riche qui voulait venir s'établir ici? OK. Donc, là, la réponse que je vais te donner n'est pas dans l'article. Elle n'est que proposée comme une suggestion de prochaine recherche dans l'article. Parce qu'au final, le but de cet article-là, c'était de tuer la thèse de l'affaire du blé. Donc, de dire que ça ne tient pas du tout. Ce qui a fait la croissance du Canada, c'était l'investissement. Puis encore une fois, je vais réitérer ce que je disais au début. Ça nous dit à quel point l'investissement, c'est la manière incroyable
de rattraper avec les États-Unis. Permettre des investissements de rentrer au Canada, permettre les Canadiens de former du capital plus facilement, c'est ça qui va te générer via de l'entrepreneuriat, via des venture capitals, via des fonds étrangers, via de l'investissement étranger direct. Tu veux ça pour fermer l'écart. C'est la leçon classique de ça. Tu dois avoir des politiques publiques qui sont favorables à ça. Maintenant, ce que je mentionne dans l'article comme une suggestion de prochaine recherche, c'est que c'est probablement l'immigration au Canada qui a causé C'est tout le temps qu'on avait. Je le savais. Écoute, la raison... Mais là, t'es pas un vrai péquiste si tu dis des affaires de même. Je le sais, mais c'est parce que... Tu vas me faire réviser ma thèse. Là. Écoute, ça fait plusieurs fois que je te le dis que je suis pas un vrai péquiste. Je suis un libéral qui, accidentellement, est souverainiste. Donc, il faut comprendre qu'au Canada, genre avant 1895, tu as à peu près jamais plus que 50 000 personnes qui immigrent au Canada, puis que la migration nette est pas mal proche de zéro. Autrement dit, il y a des Canadiens qui quittent en même temps. Il y a plus de Canadiens qui quittent. Puis, il y a un modèle en économie qui est vraiment important. Puis c'est pour ça que l'immigration, les gens qui disent que ça n'a pas d'effet parce que tu augmentes la population de 10 ben, tu vas avoir 10 de plus de production. C'est pas comme ça que ça marche. En fait, c'est possible que si tu es dans une économie avec surtout des bonnes institutions, des bons droits de propriété, plus de gens veut dire plus de spécialisation veut dire plus de productivité. Puis ça, on a un modèle pour ça qui s'appelle Increasing Returns to Scale. Ça veut dire que si je double le nombre de personnes puis je double le nombre de capital, je vais plus que doubler la production parce qu'on peut mieux se spécialiser, parce qu'on a plus de services complémentaires, parce qu'on peut plus facilement substituer entre des intrants. Donc, les firmes deviennent plus efficaces, toutes choses étant égales par ailleurs, juste parce qu'il y a plus de monde. Non, mais c'est connu, les gens immigrent juste pour les programmes sociaux. Oui, mais ce que il n'y en a pas de programmes sociaux à cette époque-là. Oui, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'en ce moment, c'est clairement pas le cas. Là. Je veux dire, le scénario dont tu parles, je veux dire, depuis les dernières années, 2015, les seuils d'immigration ils ont augmenté solidement, puis il n'y a rien de tout ça qui nous a amené à une parousie économique. Là. Ah, mais est-ce que c'est pour ça, dans le fond, que Trudeau, de leur côté, voulait augmenter l'immigration aussi vite, aussi drastiquement? C'est-tu pour essayer de créer un boom de ce genre-là? Je pense que c'est une des motivations qu'il se donne après les faits. Je pense pas que c'était probablement la motivation initiale. Mais la raison que je dis ça, c'est que la raison que l'immigration est généralement bénéfique pour la croissance économique de long terme, c'est qu'il faut que tu sois dans un contexte où la personne... en fait, il faut que tu sois dans une économie qui a des bonnes institutions, des bons droits de propriété, parce que là, ce que tu permets, c'est de la spécialisation, c'est de l'entrepreneuriat, c'est de la recherche et le développement. Fait que, si, mettons, demain matin, on a plus de gens qui sont des bons chercheurs qui se retrouvent à venir au Canada, ben, tu as plus de recherche et de développement. Tu as plus d'activités de recherche et d'innovation qui se font dans les villes. Les gens veulent aller davantage dans les villes. Fait que tous les bénéfices des villes augmentent. Fait que là, tu as comme toutes ces espèces de processus de spillover qui sont bénéfiques, mais il faut que tu ailles des bonnes institutions. Fait que, quand je parle souvent que, je l'avais même dit dans le débat avec le capitaine Haddock, que, je vais utiliser cette expression-là fréquemment, parce que je l'adore. Dans le débat avec le capitaine Haddock, j'avais dit, l'immigration est particulièrement bénéfique pour des sociétés libérales. Les sociétés qui ont de la difficulté à s'accommoder de l'immigration, c'est des sociétés qui ont des institutions sclérosées, qui sont rigides, qui ne permettent pas l'entrepreneuriat, qui n'ont pas des marchés du travail qui sont dynamiques. Qui ne permettent pas de construire des maisons facilement. Ben exactement. Exemple totalement fictif que je sors de mon chapeau. La ville de Montréal. Tu émigres à Montréal, tu es en réalité médecin, mais tu conduis un taxi et tu t'es endetté pour le conduire parce qu'en plus, ton diplôme n'est pas reconnu puis il faut que tu achètes un bout de papier fictif pour avoir le droit de conduire un char. Puis après l'avoir acheté, ton bout de papier fictif perd de la valeur puis tu as la taxe Geloso qui s'applique. Ouais, ça, c'était pas vrai. Hey! Ça m'a fait un petit peu mal, ça. Ça me fait toujours mal. Ça fait... Écoute, je pense que ça fait quoi maintenant? Ça fait 6 ans, puis ça me fait encore mal. Ça fait 6 ans, puis savoir qu'il y a une taxe qui a déjà été surnommée après moi, ça m'écoeure en tabarnak. Même si c'était pas sur une grande échelle, ça me fait un petit peu mal au cœur.
Excuse-moi, man, c'était gratuit. Non, c'est Oh, correct. t'es Non, je violent. pense que je le mérite sur celle-là. J'aurais dû savoir ce que je faisais quand j'ai dit ça. J'aurais dû savoir qu'un politicien allait s'exciter à l'idée d'une taxe, même si elle est transitoire. Mais laissons ça de côté. Le point est que, en fait, dans une économie très libérale, plus de gens, c'est bien. Ben, quand je te disais qu'avant 1895, tu as une immigration nette pas mal proche de zéro, puis tu as 50 000 personnes totales qui rentrent chaque année, l'année juste avant la avant la Première Guerre mondiale, tu as 400 000 personnes qui rentrent au Canada en une année. Ça, c'est de 1913, dans le fond, à peu près. Tu as 400 000 personnes qui rentrent. Tu as une augmentation incroyable de la croissance de population. Le Canada commence 1895 avec. Puis qui est-ce qui vient? C'est-tu dans ce temps-là, les Irlandais un peu? Des Italiens, des Français, des Allemands, des Danois, des Norvégiens. Tu as des Islandais, en fait, une grosse communauté islandaise, fouille-moi, dans une certaine portion du Manitoba. Pourquoi ils voudraient déménager de l'Islande au Manitoba? Tu as gagné 2 degrés Celsius. Tu aurais pu trouver une place qui était un petit peu plus chaude, pas celle qui est aussi frette que celle que tu viens. Mais écoute, amuse-toi. Clairement, ils voyaient une opportunité là-dedans qu'il n'y avait pas chez eux. Mais j'ai toujours trouvé ça drôle, l'immigration islandaise. Mais le point, c'est que, parce que c'est une petite île avec très peu de gens, puis ils décident d'aller au Manitoba de toutes les places qui existent sur Terre. C'est comme... J'ai de la difficulté à l'expliquer, celle-là, mais écoute, lâche-toi lousse. Mais tu as une grosse immigration qui se fait vers le Canada, de telle sorte qu'en 1913, donc 20 ans plus tard, la population canadienne n'est pas de 5 millions, elle est de 7,7 millions. Tu as 2,7 millions de Canadiens de plus dans cette période-là. Ça veut dire, là, pense-y, là, c'est plus que 5 % d'augmentation de population par année. C'est gros, là. C'est très gros. Tu ne t'approches pas de ça à aucun moment de l'histoire. C'est la plus grosse vague d'immigration de l'histoire du Canada. Elle n'a toujours pas été égalée relativement au point de départ de quelle population il y avait. J'imagine que dans ce temps-là, quand il y avait des centaines de milliers de personnes qui arrivaient, ils ne se disaient pas « Ouais, je pense qu'on ne peut pas construire d'habitation pour les loger à cause du zonage. » Ben exactement. Fait, quelle industrie augmente le plus au Canada à cette période-là? La construction a dû connaître un boom incroyable. Elle est passée, elle a augmenté sa part de l'économie de 5 points de pourcentage. C'est-à-dire que si, mettons, la construction, c'était 10 % de l'économie, c'est devenu 15 %. C'est énorme. Donc, tu as des gros gains. Les villes explosent en population. Mais dans les villes, ce que tu as, c'est énormément d'innovation, énormément de recherche et de développement à l'époque, énormément d'entrepreneuriat. Donc, ce que tu vois, c'est que tu commences à voir des noms d'immigrants arriver dans la liste du Who's Who's au Canada. Donc, les grands entrepreneurs, c'est des gens qui sont excessivement entrepreneuriaux. Et ce que tu vois, c'est justement le signe de ce qu'on appelle, parce que je reviens au modèle Increasing Returns to Scale. C'est-à-dire que si tu augmentes la population, tu augmentes le capital, ben, tu vas plus qu'augmenter. Donc, si tu doubles chacun des deux que j'ai mentionnés, tu vas plus que doubler la production. Mais c'est ça qu'on voit. Toutes les industries dans lesquelles on regarde s'il y a des increasing returns to scale, c'est toutes les industries qui ont une shit tonne de croissance dans cette période-là. La sidérurgie, les pâtes et papiers, l'industrie minière, l'électricité, la distribution de charbon. Et ça veut dire que le Canada, en fait, est capable d'utiliser l'immigration. Le point dans l'article, je vais passer un de mes prochains articles sur cette proposition-là. Donc, je vais souligner que c'est encore qu'une proposition, qu'il y a certains éléments de cohérence avec la littérature empirique, que le Canada, qui avait des institutions de très haute qualité, des très grandes protections de propriété privée. En fait, quand tu regardes des indices de rule of law ou de protection des droits de propriété ou de réglementation, le Canada même performe mieux que les États-Unis. Donc, le Canada est en fait un des bastions de la défense de la propriété privée beaucoup plus fort que beaucoup d'autres pays dans l'OCDE. Ben, les gens qui viennent au Canada peuvent décupler leur productivité, peuvent rendre le reste des Canadiens beaucoup plus riches dans le processus.
Et une des autres choses qui se passe avec ça, c'est que les immigrants viennent aussi avec du capital des fois. Donc, ils viennent avec des fonds à eux, mais ils viennent aussi avec des idées, des connaissances. Donc, une grosse partie, par exemple, d'une des industries qui croît, un des seuls secteurs de l'agriculture qui croît, c'est le secteur laitier. Qui s'implique dans le secteur laitier? Les Danois, les Norvégiens, qui ont une tradition très forte de production laitière et qui ont des techniques très avancées et qui les adaptent au contexte canadien, qui augmentent la productivité dans ces secteurs-là parce qu'ils ont des idées, ils ont des nouveaux capitaux. Et ce que tu vois, c'est que ces secteurs-là ont énormément de croissance. C'est quoi, par exemple, au Québec? C'est la vache, c'est la Holstein, je pense. Hein? Yeah. Exactement, mais ce que tu avais, c'était, tu vas voir une grosse expansion de la production animalière dans... La vache Holstein est originaire des Pays-Bas, fait que ça a dû venir un peu dans ces années-là, probablement, ça se peut-tu? Exactement, en grande partie. Ils adoptent beaucoup de techniques. En fait, tu vas trouver même dans les fermes du Québec, tu vas trouver des experts qui sont embauchés, qui sont en fait des Danois, qui viennent donner des conseils de comment créer des crémières, donc de comment améliorer la production dans les crémières, comment faire la conservation. Le Canada, en fait, le Québec devient un grand exportateur de produits laitiers vers l'Angleterre à cette époque-là, parce que oui, il y a une époque où on exportait des larges quantités de produits laitiers vers l'étranger, alors que maintenant, on n'en exporte presque plus. En fait, on importe des quantités... C'est que les gens viennent avec leurs idées, leur savoir-faire. Tout ça, ça me rappelle, j'écoutais à un moment donné un petit reportage dans lequel il y a un Français qui disait, vous savez, aujourd'hui, les gens, ils disent souvent, en France, on boit du bon café. La réalité, c'est qu'en France, ils buvaient du café de merde jusqu'à une vague d'immigration d'Italiens qui viennent en France, ceux qui appellent les Rital aujourd'hui. Donc, ceux, ils sont venus en France puis ils ont amené la culture du café qui n'était pas du tout présente en France avant que les Italiens arrivent. Mais avec le temps, ça s'est comme oublié, en fait. Mais c'est un peu ça. C'est quand tu arrives, tu t'en vas d'une place, tu amènes avec toi une certaine partie de ton savoir-faire, de tes tu amènes la diversité des intrants, la diversité des produits, toutes des choses que les gens valorisent. Et ce que tu vois, c'est que tu as un développement économique important. En fait, un autre des indicateurs que tu peux regarder, c'est que le taux de création d'entreprises augmente au Canada à cette époque-là. Donc, le nombre de gens qui enregistrent des entreprises augmente massivement. Tu regardes les salaires des travailleurs, donc les gens en bas de l'échelle. La croissance des salaires est à peu près la même que le PIB per capita, même un petit peu plus. Tu as énormément de croissance au Canada à cette époque-là. Parce que ce que tu as, c'est un contexte hyper permissif en termes d'investissement, en termes de nouvelles idées. Et en fait, Laurier veut une politique d'immigration ouverte quand il arrive et il dit le Canada est là. Et ça, j'ai toujours trouvé ça absolument insultant quand Justin Trudeau a dit Sunny Ways au début de son règne en voulant prendre ce que Wilfrid Laurier voulait dire. Ce que Laurier voulait dire, c'est Sunny Ways means economic freedom. C'est ça que ça voulait dire. Ça voulait dire un contexte de politique économique libérale basé. Oui, c'était ça, le discours. Laurier était probablement le premier ministre le plus libéral que le Canada a jamais eu. Et il y avait la philosophie qui allait avec. Il a perdu son élection de 1911 sur une campagne de libre-échange, mais il était partisan de la libre circulation du capital, de la libre circulation du travail, donc de la main-d'œuvre. Oui, parce que dans ces années-là, les conservateurs ne sont pas des libéraux, là, dans le sens libre-échange tant que ça. Les conservateurs, c'est du vrai conservatisme au sens propre du terme à cette époque-là. C'est probablement la seule fois que je vais faire ça dans tout mon historique de podcast, là. Mais si on est honnête, dans le départ de l'ère Justin Trudeau, là, avant qu'il soit élu, au départ, il y avait un discours très pro-liberté. Là. Vous pouvez retrouver les clips. Vous pouvez retrouver les clips de ça. Le pote, non seulement ça, mais il y avait aussi l'idée qu'on voulait mettre de côté certains trucs identitaires comment on dit ça, quand tu fais ton serment de citoyenneté, tu sais, il disait les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Il y avait un côté un peu. Il arrivait en incarnant cette posture-là. Puis il y a certains discours de lui que tu peux retrouver où il disait genre Canada is a land of freedom. Puis il parlait de ça beaucoup. Ça a duré 3 jours. 3 jours. En fait, ça a duré le temps de légaliser le pot. Puis après ça, la liberté, ça a été terminé. Là. Mais au départ,
il a utilisé ce langage-là. Je ne dis pas qu'il y avait l'intention puis qu'il en avait la conviction, mais Ou la capacité. ou la capacité, mais c'est parce que c'est un langage payant qui résonne dans la population. Mais ce que tu as dit tantôt là, par rapport à l'immigration, ça correspond à un truc qu'on a dit plusieurs fois dans le podcast aussi, qui est un peu intuitif, c'était de dire, ben, la pire recette possible, c'est justement celle un peu des libéraux en ce moment. C'est-à-dire, tu ouvres les vannes de l'immigration, tu permets à des gens de venir, mais sans aucune réflexion, sans aucune, comment je dirais ça, adaptation de la société d'accueil qui dit, ben OK, là, il y a des gens qui s'en viennent, là, ben faut, entre guillemets, j'aime pas ces mots-là parce que ça fait étatiste, là, mais il faut qu'on puisse intégrer ces gens-là, pas au sens péquiste du terme, mais au sens qu'il faut qu'on puisse construire. Il faut qu'ils soient capables de travailler. Bien souvent, ils sont des mois sans permis de travail. Il faut qu'ils soient capables de travailler. Il faut que ça ne prenne pas 1000 ans qu'on te donne tes papiers. Il faut que si dans telle place, par exemple, il n'y a pas de place, il faut que la ville se développe. Il faut qu'on revoie nos histoires de périmètre urbain, d'étalement, puis tout ça. Mais tu vois, comme tout est sclérosé, en réalité, on se ramasse avec the worst of the world. On se ramasse avec le pire des deux mondes. C'est qu'il y a plein de gens qui arrivent, mais il n'y a rien qui bouge. Mais c'est encore plus subtil que ça. Parce que c'est pas juste que les sociétés, on va dire ça, les sociétés socialistes ne peuvent pas s'accommoder de l'immigration ni de l'immigration. Les sociétés socialistes ne peuvent pas... Il faut qu'ils ferment le frontière pour de vrai. Ils ne peuvent pas s'accommoder des changements de population. Ça veut dire que tu as une société qui est tellement rigidifiée par la planification centrale que si les gens décident de se comporter de manière différente du plan, donc que tu as un changement de population que tu ne t'attends pas, le plan s'effondre et tu n'es pas capable d'accommoder la perte de population ou le gain de population. C'est pour ça que les gens là, qui... Puis ça, je maintiens que je pense que le Canada est capable d'accueillir 1 million de personnes par année s'il veut se donner les politiques publiques qui le permettent. Mais si tu as une société hyper socialiste, ben, c'est très difficile d'accommoder l'immigration, parce que tu vas finir à avoir tous les problèmes d'ajustement que la France a. Mais tu vas avoir les mêmes problèmes que l'URSS avait quand les gens voulaient quitter et qu'il y avait énormément d'efforts pour, par exemple, empêcher les Juifs de quitter vers Israël. C'est la même chose que tu vois dans des sociétés qui perdent énormément de gens, qui ne sont pas capables de... Ben là, si on perd trop de gens, tous nos programmes de pension puis de retraite ne fonctionneront plus, puis on ne sera plus capable de subventionner notre État-providence gigantesque, lourd et obèse qu'on a créé. Parce que les jeunes qu'on avait dit qu'on allait les taxer plus pour aider les vieux, ben, ils ne veulent pas participer, puis ils s'en vont. Ben, le point ici, puis je vais le généraliser en gros, c'est qu'aucune société socialiste ou qui se dirige et tend vers le socialisme est capable de s'accommoder de changements de population. Les sociétés libérales sont capables de le faire. Et si tu te déplaces entre ces deux extrêmes-là, si tu te déplaces vers la partie socialiste de l'extrême, ben, tu vas avoir de plus en plus de difficultés à t'accommoder de ça. Est-ce qu'on a vu avec Justin Trudeau? C'est ça. Est-ce qu'on a vu dans la période que moi je parle? C'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a vu une capacité d'accommoder un changement de population incroyable en ayant une shit-tonne de croissance, une shit-tonne de capital, une shit-tonne de ressources, puis qu'on a fermé le plus gros de l'écart avec les États-Unis. Fait que réinvitons le capital au Canada, réobtenons des bonnes politiques publiques. Et dans ce cas-là, ce que tu vas avoir, c'est, oui, il va avoir plus d'immigration, mais ça ne sera même plus un problème. En fait, ça va devenir une force qui va accélérer le rattrapage. Parce que c'est un peu l'impression qu'on a en ce moment. Tu te dis, ben, à une certaine époque, il y a beaucoup, beaucoup de gens en Europe, notamment, qui voulaient venir en Amérique, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Et ça coïncidait avec une expansion de ce qu'on voyait dans la société. Tu sais, des nouvelles villes, des nouveaux villages, des développements de régions, des routes qui s'agrandissent, des chemins de fer qui se bâtissent. Tu sais, tous ces trucs-là, tu avais l'impression que le monde qui est autour de toi est en expansion, alors qu'aujourd'hui, on dirait qu'on est comme dans un monde qui est statique. Tu sais, au Québec, c'est patent. C'est-à-dire que tu es dans la région de Québec, par exemple, qui est passé de, tu sais, que sa population a doublé
depuis les années 60-70, mais on est encore avec les mêmes infrastructures, les mêmes routes, les mêmes ponts, les mêmes... La ville est sensiblement pareille, mais tu te dis, normalement, elle devrait exploser, cette ville-là. Si tu doubles la population, ça devrait être beaucoup plus gros, ça devrait se développer de partout. Puis là, tu te dis un peu, mais il y a tellement de freins à son développement, tellement de règlements, tellement de... C'est tellement complexe que ça rend... Un moment donné, tu as l'impression que pas le niveau de vie, mais le confort se dégrade un peu, dans le sens que les embouteillages explosent de partout. Puis tu te dis, mais pourquoi? Mais parce que tu as les mêmes infrastructures qui sont là, alors que la population ne fait qu'augmenter tout le temps. Mathématiquement, ça ne peut pas aller en s'améliorant. Donc, si tu devrais, genre, développer, il devrait y avoir des gens qui vont vivre en périphérie ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il y a une frustration. Beaucoup des gens, c'est qu'ils se disent, il y a de plus en plus de monde, mais on dirait que tous les problèmes que je vois ont l'air à s'empirer autour de moi. Ouais, mais écoute, j'ai l'impression que je vais être un broken record. Mais encore une fois, les gens, quand ils voient des choses comme ça, c'est pas qu'ils ont tort de voir ça, c'est qu'ils font un mauvais diagnostic. Quand tu observes ça, c'est pas parce qu'il y a X ou Y, c'est que X ou Y, donc disons par exemple l'immigration ou la croissance de population, c'est pas que la croissance de population est mauvaise en soi, c'est parce que tu as changé les conditions qui font en sorte que ça peut être bon ou mauvais. Donc, si par exemple, tu décides que le plan de la ville doit être approuvé par une mairesse qui est bien décrit par un chef conservateur et un conseil de gens qui ont fait toutes leurs études en urbanisme, qui pensent qu'ils sont capables de planifier une ville 100 ans dans l'avenir, parce que par exemple, tu peux retrouver le plan de développement de la ville de Montréal. Montréal. 2050. Oui, c'est ça. Il y avait le plan 2050 dans les années 90 ou quelque chose comme ça. Ils avaient planifié la ville de Montréal sur 60 ans dans leur tête. Puis, si tu crois des choses comme ça, ce que tu vas avoir, c'est une rigidité puis une incapacité de t'adapter au changement, mais aussi d'empêcher les gens de trouver les meilleures solutions, de s'adapter et même d'en profiter, pas juste de s'adapter, mais de faire croître la ville. Parce que plus de gens, puis ça, c'est... Écoute, moi, c'est une des choses que j'aime énormément en économie. Puis au début, je pensais que c'était... Les économistes vont dire que c'est... Il y a certains économistes qui disent que ce que je t'avais de décrire, c'est une faille de marché. Mais en réalité, c'est ce qui fait que les marchés fonctionnent super bien. Ça s'appelle les spillovers. C'est-à-dire que des fois, moi, je fais quelque chose, puis il y a des bénéfices pour d'autres personnes autour de moi, mais moi, je ne suis pas assez bien rémunéré pour en faire autant. Donc, c'est là que tu vas avoir des gens qui vont dire, c'est pour ça qu'il faut qu'on subventionne la recherche et le développement, c'est pour ça qu'il faut qu'on donne un paquet d'argent à ces trucs-là. Alors que le point, moi je pensais, ça veut dire que les marchés font échec, puis c'est quelque chose que l'État doit en prendre en charge. Alors qu'au contraire, non, c'est la chose qui te permet d'avoir de la croissance. Si tu as des institutions qui sont tellement bénéfiques, qui sont tellement pro-croissance, si je suis capable de prendre 1% d'une part beaucoup plus grande à cause de l'innovation, je m'en fous des spillovers, c'est pas important pour moi. Mais le spillover, par contre, après ça, fait en sorte que tu inclus tout le monde dans la croissance. Fait que c'est pas quelque chose que tu devrais subventionner, c'est quelque chose que tu devrais détaxer, déréglementer, favoriser l'entrepreneuriat, parce que dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu es en train de dire à quelqu'un, si tu es capable d'avoir une idée qui a plein de spillovers, tu vas pouvoir en profiter, mais tu vas pouvoir le faire, puis il va y avoir plein de gens qui n'ont pas participé à ça, mais qui vont en bénéficier. Puis c'est ça la magie de la croissance économique. Il faut que tu encourages les gens à faire les choses qui ont des spillovers. Pas dans les subventionnants, mais en leur donnant la capacité d'en capturer une certaine partie ou d'augmenter la taille de ce et quoi ils prennent 1%. C'est pour ça des institutions libérales, c'est important. Puis tu sais, quand un entrepreneur fait un peu d'argent, écœure-le pas. T'es pas obligé de le taxer tout de suite, asti. Non. Sois patient. En fait, tu devrais... L'entrepreneur, là, il te fournit bien en masse d'impôts en payant ses employés. OK? Laisse-le aller, là. Puis si tu es dans un contexte où est-ce que tu le réglementes pas trop, puis tu le taxes pas trop, puis son capital, tu lui laisses dans ses poches, là, il y a des grosses chances qu'il réinvestisse son capital dans l'entreprise. Il y a une limite de bouteilles de vin que tu peux boire dans une année. Il y a une limite de voitures de luxe que tu peux t'acheter dans une année. Ouais, peut-être pas pour Luc Poirier. Lui, il n'a pas l'air d'avoir de limite là-dessus. Mais à un moment donné, l'entrepreneur, ce qu'il aime faire dans la vie, c'est entreprendre. Ce qu'il aime faire, c'est investir. Si tu laisses l'argent dans ses poches, il va starter une autre business. Il va engager plus de personnel. Il va avoir l'utilisation de son capital pour grossir, faire une extension à sa business, ouvrir une nouvelle succursale, ouvrir une nouvelle franchise. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites.
Mais Chris, vous êtes tellement pressé de nous taxer, sacrément, qu'on n'a pas le goût de continuer à se développer. On dit fuck off, je roule ma business, j'ai mon revenu, puis allez tout chier. Tu ne formes pas de nouveau capital, puis tu formes puis tu pas prends ton argent, puis tu l'amènes dans des fonds d'investissement, parce que puis ça fait mon affaire, c'est ma job dans la vie de gérer les fonds d'investissement des gens, mais il y a bien des entrepreneurs que si tu crissais la paix un peu, là, ils continueraient à développer leur entreprise, ils continueraient à investir dans leur entreprise, ils continueraient à engager du monde. Mais à un moment donné, c'est tellement lourd, c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile de congédier un incapable, là. Tu sais, je veux dire, ça, c'est un des problèmes qu'on a. Tu as fait une mauvaise sélection. Je ne parle pas en connaissance personnelle. J'ai 4 employés. Sentez-vous pas viser mes employés. C'est pas le point. Là. Mais je veux dire... Oui, t'es visé. mais quand tu as une entreprise qui engage un mauvais employé au bout de 3 mois, tu n'es plus capable de t'en débarrasser d'une manière civilisée. Tu sais, je veux dire, tu as un risque de poursuite qui est gigantesque. Tout ça, c'est règles. Puis des fois, on chiale bien ici. Dites-vous une affaire, c'est pire en France. En France, la raison pourquoi il y a du chômage, par exemple, chez les jeunes, c'est que c'est la journée que tu l'engages, tu ne peux plus t'en débarrasser, sacrément. Il n'y a personne qui veut engager personne dans ce contexte-là. Oui, puis ils ont toutes sortes de règlements, là, comment je dirais ça, ils ont réglementé certains métiers que nous autres, ça ne nous viendrait pas à l'idée. Là. Je parlais à quelqu'un un moment donné qui me disait, mettons, en France, il y a un diplôme pour gérer un cinéma. Non, là, tu dis, mettons, même au Québec, tu penserais pas, au Québec, tu dis, ben, c'est juste un employé, maintenant, il est rentré là-dedans, il a gravé les échelons, puis il est rendu gérant du cinéma. J'ai des clients, moi, qui font de la conciergerie, si on veut. Ils ont des contrats d'entretien ménager pour des commerces. Mais Chris, il y a un décret pour ça, Frank. C'est le ministre qui décide combien tu payes des employés dans ce secteur-là de marché. Il n'y a pas en Outaouais, il y avait un décret pour les coiffeuses aussi. Yep. Des affaires out of fucking nowhere, man. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, Christy, c'est quand vous allez comprendre que l'entreprise, tu sais, moi, là, j'en fais de l'argent, j'en suis un entrepreneur, j'en ai du capital. Puis à un moment donné, tu te dis, c'est le fun, là, on va réinvestir dans la compagnie, on va développer, puis tout. Puis des fois, tu y penses, puis tu te dis, hey, c'est tellement chiant, c'est tellement compliqué. Tu sais, même au niveau du service financier, des fois, la conformité, elle vient l'autre. Puis j'ai une discussion avec mon partner, puis on se dit, hey, ce volet-là, tu sais, toute l'assurance, on vend tout ça, tabarnak, là, ça devient compliqué pas mal des fois. Puis on finit par le garder, puis tout ça. Mais ça fait des années qu'on n'a pas acheté de cabinet d'assurance. Tu sais, on aurait pu, on aurait du capital pour en acheter, puis ça nous tente à moitié parce que la conformité s'est rendue fucking lourd. Fait que t'es comme... C'est ça qui nuit. Tu sais, j'en suis un entrepreneur, j'en ai du capital, puis ce qui éteint mon désir d'investir du nouveau capital dans des nouvelles entreprises, c'est la réglementation. C'est le fait que vous nous taxez comme des cochons. Tu sais, à un moment donné, ça fait longtemps que j'ai assez d'argent pour vivre. Je n'ai pas besoin de starter une nouvelle entreprise pour avoir plus d'argent. Chris, j'en dépense pas d'argent dans une année. Je suis cheap comme le calice. Mais sacrifice. Chris, nous la paix un peu, esti. C'est-tu faisable, ça? Ben, non, moi, je pense que oui. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Non, mais tu sais, vous voulez qu'on investisse là? On va investir, mais collissez-nous à paix. C'est un bon deal, ça, sacrément. Ah oui. Puis tu vas m'avoir, le mec que je meurs, tu vas avoir ton impôt, là. Encore une fois, je suis 100% d'accord.